Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous abordons la troisième partie du chapitre optimisation non linéaire consacré à l'optimisation à plusieurs variables avec des contraintes de type égalité. On est particulièrement intéressé par la résolution des problèmes mathématiques qui se posent sous la forme suivante. Minimiser la fonction coût f de x par rapport au vecteur des variables d'optimisation grand X comportant un variable de x1 jusqu'à xn en présence des contraintes de type égalité. Hj de x est égal à 0 pour j allant de 1 jusqu'à m. Les méthodes de résolution qu'on abordera par la suite sont de deux types, la méthode de substitution directe et la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Il est à noter que le problème mathématique n'a pas de solution si le nombre de contraintes m est supérieur au nombre de variables petit m. On dira que le problème il est surdéfini. On commence d'abord par la solution par substitution directe. Pour le problème considéré, minimiser f de x sous les contraintes hj de x est égal à 0. La solution par substitution directe consiste à suivre les étapes suivantes. On résout les m contraintes, donc hx égale à 0. Et on exprime l'ensemble de m variables en termes de n-m variables restantes. Par la suite, on va remplacer dans l'expression de f de x, ce qui rend f de x fonction uniquement de n-m variables. Et le problème va être considéré comme non contraint. Donc, on sait comment traiter les problèmes d'optimisation sans contrainte comme on l'a détaillé dans les vidéos précédentes. C'est un traitement par inclusion des variables considérées. Pour illustrer cette méthode, considérons un exemple simple. Il s'agit de minimiser la fonction f de x dépendant de trois variables, x1, x2, x3, équivaut 8 x1 fois x2 fois x3. Cette minimisation doit être faite sous la contrainte x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré est égal à 1. Donc, on a un problème à trois variables, n est égal à 3. Avec une seule contrainte de type égalité, donc m est égal à 1. On va suivre la démarche prescrite pour la résolution par substitution directe. On va exprimer par exemple la variable x3 en fonction de x1 et de x2. Un des choix qui se présente est le suivant. On peut écrire x3 est égal à 1 moins x1 au carré moins x2 au carré, le tout sous la racine. Donc cette relation, elle est obtenue par la résolution de la contrainte imposée initialement. Quelqu'un d'autre aurait pu mettre x3 est égal moins la racine de 1 moins x1 au carré moins x2 au carré. C'est les étapes suivantes de résolution qui vont nous indiquer le bon choix concernant la paramétrisation de notre problème. Ainsi donc, on va remplacer dans l'expression initiale de la fonction objectif considérée, on va avoir donc la nouvelle expression de la fonction objectif à deux variables, x1, x2, donc qui va valoir 8x1 fois x2 facteur de la racine de 1 moins x1 au carré moins x2 au carré. Donc on voit très bien, après substitution de x3, que la fonction initialement dépendant de trois variables en présence d'une contrainte de type égalité, elle est devenue
une fonction à deux variables, x1 et x2, sans qu'il y ait de contraintes à respecter. Donc, le problème initialement contraint est devenu non contraint à deux variables. Et pour ce type de problème, on a vu des techniques de résolution appropriées. Donc, il s'agit de traiter les conditions d'optimalité du premier ordre et des conditions d'optimalité du second ordre. Par exemple, si on traite les conditions nécessaires du premier ordre, on doit calculer le gradient de la nouvelle fonction objectif. Donc, on doit dériver la fonction f par rapport à x1. Ça va nous donner cette expression. On dérive également la fonction objectif par rapport à x2. Ça va nous donner cette expression. Donc, on a un système à deux équations à traiter. Donc, on a 1 moins 2x1 au carré moins x2 au carré est égal à 0. Et on a également la deuxième équation, 1 moins x1 au carré moins 2x2 au carré est égal à 0. Donc, on a un système de deux équations non linéaires à traiter. Pour ce cas de figure, la solution elle est relativement simple. Donc, il suffit de prendre x1 est égal à x2 est égal à 1 sur la racine de 3. Et on a notre solution stationnaire pour ces deux équations à deux variables. Ayant trouvé x1 et x2, qui représente la solution du système correspondant aux conditions nécessaires du premier ordre, on va dire qu'on a trouvé une solution stationnaire pour le problème non contraint. On va revenir maintenant à l'équation qui a été utilisée initialement pour calculer ou pour exprimer x3 en fonction des deux variables x1 et x2. Donc, on va avoir la valeur de x3 qui, elle aussi, elle va valoir 1 sur la racine de 3. Donc, on a notre solution stationnaire. Pour qualifier cette solution stationnaire, est-ce elle représente un minimum effectivement de la fonction objective considérée? On doit regarder de près la matrice hessienne de la fonction f qu'on a obtenue après substitution de x3 et on regarde de près ses valeurs propres, si elles sont toutes les deux positives ou pas. Si ce n'est pas le cas, donc on doit rechercher une autre solution pour notre problème, par exemple, en écrivant que x3 est égal à moins la racine carrée de 1 moins x1 au carré moins x2 au carré. Donc, c'est un détail de calcul qui ne va pas influencer sur la démarche de résolution discutée. On passe maintenant à la deuxième approche de résolution des problèmes d'optimisation à plusieurs variables avec des contraintes de type égalité. Il s'agit de la méthode de Lagrange qui consiste à introduire des multiplicateurs associés aux m contraintes de type égalité. Ainsi, on va construire la fonction de Lagrange petit l, fonction de x et de lambda, qui s'écrit comme étant f de x plus lambda transposé h de x. Donc, la fonction de Lagrange va être analysée par rapport aux deux vecteurs de variables x et lambda. Ainsi, dans un premier temps, on va voir les conditions d'optimalité du premier ordre, donc les conditions nécessaires qui stipulent que le gradient de L par rapport aussi bien à x et à lambda doit être égal à 0. Donc, la solution stationnaire x étoile et lambda étoile doit vérifier le système d'équations qui découle du fait que le gradient de petit l doit être égal à 0. Ainsi, si on calcule le gradient de la fonction de Lagrange L par rapport à x, on va avoir un premier sous-ensemble d'équations qui est gradient de f de x plus gradient de h transposé fois lambda est égal à 0. La deuxième partie des équations correspond à l'équation gradient de L, mais cette fois-ci par rapport à lambda, doit être égal à 0. Donc, ce gradient calculé par rapport à lambda va nous ramener immédiatement
à l'ensemble des équations de contrainte de type égalité h de x est égal à 0. En effet, regardez, dans l'expression de L, on a f plus lambda h de x. Donc, comme f ne dépend pas de lambda, donc quand on va calculer le gradient de L par rapport à lambda, cette partie, elle va s'annuler. Il ne reste uniquement que cette partie-là. Son gradient par rapport à lambda va nous donner systématiquement h de x est égal à 0. Donc, pour toute solution stationnaire, x étoile, lambda étoile, on doit avoir cet ensemble d'équations qui est vérifié. Donc, c'est un système d'équations de n plus m équations par rapport aux variables x et lambda. Une fois les conditions nécessaires du premier ordre ont été vérifiées pour une solution candidate x étoile, lambda étoile, on doit voir de près le comportement de la matrice hessienne grand L associée à la fonction de Lagrange petit l. Donc, si on note grand L cette matrice hessienne, cette matrice doit être définie positive pour la solution candidate x lambda et x étoile et lambda étoile. Donc, on doit vérifier que y transposé scalaire L doit être supérieur ou égal à 0. Cela, quelle que soit la valeur du vecteur y, tel que y transposé gradient de h est égal à 0. Donc, cette vérification nous permet de dire que la solution x étoile lambda étoile donc, correspond effectivement à un minimum local de f de x, vérifiant l'ensemble des contraintes h de x est égal à 0. Donc, ceci constitue les conditions nécessaires du second ordre. Donc, cette vérification, donc, elle se fait par rapport à la condition supérieure ou égale à 0. Maintenant, si on cherche les conditions suffisantes, donc, plutôt, on doit avoir la condition y transposé scalaire L scalaire y doit être strictement supérieur à 0, quel que soit y, tel que y transposé gradient de h est égal à 0. Et là, on va dire que x étoile est un minimum local au sens strict de f de x avec h de x égal à 0. Donc, ceci constitue le mécanisme de base de l'approche de résolution en utilisant les multiplicateurs de Lagrange qu'on va illustrer par la résolution d'un cas simple. Le problème d'optimisation à traiter est le suivant. Minimiser f de x, qui est égal à x1 au carré plus x2 au carré, sous la contrainte h de x est égal à x1 au carré plus 2 fois x2 au carré moins 1, qui doit être égal à 0. L'analyse dimensionnelle du problème montre qu'on a deux variables, donc n est égal à 2, et on a une seule contrainte, donc m est égal à 1. Ceci va nous permettre de définir la fonction de Lagrange suivante. L de x lambda est égal à x1 au carré plus x2 au carré plus lambda, facteur de x1 au carré plus 2 fois x2 au carré moins 1. Donc, on a associé le multiplicateur lambda à la contrainte h de x est égal à 0. Par la suite, pour résoudre le problème, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va analyser les conditions nécessaires du premier ordre. Et dans un second temps, on doit analyser les conditions du second ordre. Alors, pour les conditions du premier ordre, les conditions nécessaires, il faut résoudre le problème gradient de L est égal à 0. Ceci va nous permettre de définir la solution stationnaire x étoile lambda étoile qui vérifie le système d'équations suivant. Dérang L sur dérang x1 doit être égal à 0. Dérang L sur dérang x2 doit être égal à 0. Et enfin, dérang L sur dérang lambda est égal à 0. Donc, on a au total trois équations algébriques qui découlent de la condition gradient de L est égal à 0. La première équation, c'est x1 plus lambda x1 est égal à 0. Si on factorise x1, donc on va avoir x1 facteur de 1 plus lambda, le produit doit être égal à 0. Donc, soit on a x1 égal à 0, soit lambda est égal à moins 1. Pour la deuxième équation qui provient du fait que dérang L sur dérang x2 égale à 0, va nous donner x2 plus 2 fois lambda
scalaire x2 égale à 0. Si on met en facteur x2, donc on va avoir x2 facteur de 1 plus 2 lambda égale à 0. Donc le produit doit être égal à 0. Donc soit x2 égale à 0, soit lambda est égal à moins 1,5. Donc le remplacement de ces deux combinaisons dans la troisième équation, d'accord, qui correspond à d rond L sur d rond lambda égale à 0 et qui au fait correspond à h est égal à 0. Donc le remplacement dans cette équation va nous donner les deux solutions potentielles suivantes. Soit on a le vecteur x qui est égal à 0 plus ou moins 1 sur la racine de 2 qui correspond au cas de figure lambda est égal à moins 1,5. Soit on a l'autre solution x étoile qui est égal plus ou moins 1, 0 qui correspond à lambda est égal à moins 1,5. Pour statuer sur la qualité de ces solutions, pour savoir si elles représentent un minimum ou un maximum local, il faut passer à l'analyse des conditions nécessaires du second ordre. On passe maintenant à la vérification des conditions nécessaires du second ordre, qui stipule que y transposé scalaire le hissien L, scalaire y, doit être supérieur ou égal à 0. Cela quel que soit le vecteur y, tel que y transposé scalaire gradient de h, évalué au niveau de x étoile, donc doit être égal à 0. Donc pour pouvoir vérifier ces conditions nécessaires, on doit d'abord calculer les gradients des fonctions f et h, qui s'obtient facilement à partir des expressions de ces deux fonctions. Par la suite, on doit calculer les matrices hessiennes associées à ces deux fonctions. Donc, la matrice hessienne associée à f, donc c'est nabla, nabla de f, donc on va avoir cette matrice diagonale. De même, la matrice hessienne associée à la contrainte h, donc c'est la matrice diagonale ci contre. Donc, ayant ces deux matrices hessiennes, on peut maintenant évaluer la matrice hessienne par rapport à la variable x de la fonction de Lagrange, petit l. Donc, on va évaluer grand L comme étant la combinaison linéaire des deux matrices hessiennes, donc il suffit de remplacer comme indiqué ici. Attention, la valeur de lambda, elle est tributaire de la solution stationnaire qu'on veut évaluer. Donc, on a deux valeurs potentielles. Lambda est égal à moins 1,5 ou lambda est égal à moins 1. Ce sont deux valeurs qu'on a identifiées à partir des conditions nécessaires du premier ordre. Mais avant cela, il faut analyser de près l'expression y transposé gradient de h. Donc, introduisons déjà le vecteur y. Donc, le vecteur y va avoir deux composantes parce qu'on a un problème à deux variables. Donc, on va définir y comme étant y1, y2. Donc, la quantité y transposée gradient h va être égale donc au produit scalaire des deux vecteurs y1, y2, scalaire 2x1, 4x2. Donc, ça, c'est le gradient de h qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, on va avoir 2x1, y1 plus 4 fois x2, y2. Donc, par exemple, si on prend la première situation, donc lambda est égal à moins 1,5. Si on remplace ici, donc on a la première composante ici, x1 qui vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement plus ou moins 4 divisé par la racine de 2 multiplié par y2. Si on prend ce deuxième cas de figure, donc lambda étoile est égal à moins 1, cette quantité va valoir plus ou moins 2y1. D'accord? Donc, on va analyser dans les conditions nécessaires du second ordre, successivement pour le cas lambda étoile est égal à moins 1,5. Alors, pour ce cas de figure, on remplacera ici par la valeur de lambda. On va trouver que la matrice hessienne pour la fonction de Lagrange se simplifie. On va avoir uniquement la première composante qui est non nulle. Par ailleurs, le gradient de h va valoir 0 plus ou moins 2 fois la racine de 2. Donc, en remplaçant dans la condition, précisément ici, et en regardant de près quand est-ce que y transposé gradient de h va nécessairement égal à 0, on va trouver que dans le cas où x étoile vaut 0 plus ou moins 1 sur la racine de 2, forcément,
on doit avoir y2 doit être égal à 0 pour pouvoir avoir la condition tout le temps vérifiée y transposé gradient de h est égal à 0. De ce fait, y doit avoir la forme y1, 0. Maintenant, en ayant la structure de y, on va revenir à la première partie de la condition nécessaire. Donc, y transposé scalaire la matrice hessienne scalaire y va nous donner forcément y1 au carré parce qu'on a uniquement cette composante qui est non nulle. Donc, cette condition, ou plutôt cette expression qui est égale à y1 au carré, elle est tout le temps strictement positive, ce qui dénote la présence au niveau de x étoile correspondant à lambda étoile est égal à moins 1,5 d'un minimum. Donc, du moment qu'on a plus ou moins, donc on a deux minimums. On a deux minimums pour lambda étoile est égal à moins 1,5. De même, on va analyser la situation lambda étoile est égal à moins 1,5. En remplaçant dans l'expression de la matrice hessienne, on va retrouver cette matrice-là, où on a une seule composante non nulle, de moins 2. Par ailleurs, le gradient de la matrice, de la contrainte h va être égal à plus ou moins 2, 0. En remplaçant ici, on va avoir, regardez, on est dans le cas où lambda étoile est égal à moins 1,5, donc ce qui lui correspond x étoile est égal à plus ou moins 1,5. Donc ici, on va avoir uniquement 2, plus ou moins 2 y1. Donc cette quantité, on doit la vérifier dans le contexte suivant. Donc y transposé gradient h doit être égal à 0 tout le temps, ce qui veut dire que forcément y1 doit être tout le temps nul pour avoir l'égalité vérifiée. Ce qui veut dire que le vecteur initial y doit avoir la structure 0 y2. Cette structure va être remplacée dans l'expression y transposée scalaire L scalaire y, ce qui va nous donner l'expression moins 2y2 au carré. Attention, ici, L, x étoile, y étoile, ça vaut donc cette matrice-là. Donc, on a toujours une quantité qui est strictement négative. D'accord? Et donc, on a devant nous deux maximums au niveau de la solution x étoile, plus ou moins 1, 0. Ainsi, on a qualifié les deux solutions potentielles qu'on a trouvées tout à l'heure par le traitement des conditions nécessaires du premier ordre. À titre indicatif, on va présenter la solution graphique du problème considéré. Donc, on a visualisé dans le plan x1, x2, d'abord, la contrainte h de x est égale à 0. Donc, tout le temps, la contrainte doit être vérifiée. Sur cette contrainte-là, il faut trouver les solutions x1 x2 qui minimisent ou maximisent notre fonction objective f de x. Donc, pour la fonction objective, on a particulièrement affiché deux courbes de niveau. La courbe de niveau f de x est égale à 1,5, qui est un cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 1,5. Donc, cette courbe de niveau 1,5, elle est tangente à notre contrainte h de x au niveau de deux points. Donc, le point 0, 1 sur racine de 2 et le point 0, moins 1 sur racine de 2. Donc, ce sont les points qui correspondent au minima de notre fonction. Effectivement, le premier niveau, c'est 1,5. Donc, il est inférieur que le deuxième niveau f de x est égal à 1. Donc, qui dénote un cercle de centre 0, 0, qui est tangent lui aussi à la courbe représentative de la contrainte h de x est égal à 0 au niveau de deux points. Le premier point, c'est 1, 0. Et le deuxième point, c'est moins 1, 0. Ces deux points assurent un niveau de la fonction objective f de x est égal à 1 qui est supérieur au niveau précédent qui était de 1,5. Donc, les deux points qu'on vient de citer ici, donc 1, 0 et moins 1, 0, représentent au fait des maximums de notre fonction objectif.